que j'entends et gérer la situation avec ceux qui sont de l'opposition. Pourquoi pas? Ouais. C'est le début de quelque chose. Pour l'instant, je suis fatigué. Ça va pas. Imagine un peu, tu fais un AVC. Tu n'as jamais eu une tension à 22. Tu fais ça. Tu perds ta mobilité. Du jour au lendemain comme ça. C'est un Wambé a pu Dieu d'Imbélina parce qu'il était aussi au débat. Et le propos a été très virulent. Lui, moi, c'est rentré dans plusieurs reprises. Quand il y a quelqu'un ça, ça va être ton famille, ça va. Moi, je crois au mieux. Je n'ai jamais compté sur ce truc. Mais c'est quand même bizarre que je me lève normalement, je veux participer à un débat. Et après, je peux pas rentrer sur mes deux mots. Ça, c'est pas l'autre. Ok. Le bout qui me fait l'enlever. Qui t'attend de savoir comment gérer l'information et la diffusion. Mais il faudrait que les gens soient informés. Ouais. Allez, porte-toi bien. J'attends un peu ce retour. Oui, bonjour, Johnny, le dernier soldat. Comment on fait? Lego so la luti maso ake lego ti tati okoti Karl Glage. So si lo tokanambi lo mwana ndoti kuputi la bitani et la pekoni ketengo lango ta ushuto sula la vendredi le 15 là il matin ti kwatilo. Vous l'avez tous compris, on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Il nous a plus ou moins montré le chemin que beaucoup connaissaient déjà, c'est-à-dire une unicité d'action pour pouvoir faire barrage à Touadéra. C'est en cela que réside le combat qu'on doit poursuivre. Mais je voudrais quand même dire quelque chose, et ce que je dis n'engage que moi. Je suis de ceux qui pensent que Karl a été tué. Je préfère le dire comme ça. Karl a été tué, je le dis pourquoi? Parce que Nathan Sosika a été à la radio de Kelouka la veille quand il a reçu l'invitation d'Armando. Lui et moi on a échangé. Parce qu'Armando vous envoie les sujets sur le thème sur lequel il faudrait le débat va se dérouler. Donc on a travaillé ensemble les points, ce qu'il faudrait dire ou pas, tout ça, etc. Après c'est quelqu'un qui est très éloquent, ça je le sais, vous le savez simplement pour l'avoir écouté. Et donc il a quitté son domicile tout seul. Il s'est rendu à Radio Ndekeluka. Car c'est quelqu'un qui n'avait pas d'antécédent. Sauf si peut-être on amène une Kobe là, ou amène une tension, amène une... Non, il n'en avait pas. C'est vrai qu'on dit souvent que toute personne est un malade qui s'ignore, mais quand même il y a souvent des symptômes qui peuvent alerter. Car il n'en avait pas. Et lui-même il a dit dans son vocal ici qu'il n'avait jamais fait tension à 22. Et quelque chose qui me taraude dans la tête, c'est que la pécote avant message sur l'année, son biou dans l'eau. L'Otambi l'Otenay, sur l'hôpital. L'Otambi l'Otenay a passé 4 tonniers. Ça, c'était en appel. C'est dommage que ce ne soit pas un message vocal, vous l'aurez écouté vous-même. Il me dit, quand il est entré dans la salle, les autres étaient assis. Il a voulu s'asseoir parce il manquait deux invités. Il a voulu s'asseoir, mais Armando lui a dit, non, du Tigapé, du Tigé. Vous voyez, du Tigapé, du Tigé. Il a dit non, mais pourquoi? Non, du Tigé. Il dit bon, c'est pas grave. Avant de lui a dit que c'était pour des raisons d'équilibre. Qui sait? Pourquoi? Il y avait quoi? Est-ce que c'est le micro? Est-ce que c'est autre chose? Parce que dans la rue il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Et donc, le débat était houleux. J'invite les uns et les autres, lorsque vous aurez à autant perdu, vous pouvez suivre le débat, comment ça s'est déroulé. Et à Guina Pekoti, Tebani là, vous pouvez encore dire l'autre, Ayoka le Yongo. Ayol le Yongo. Zoso à Gana Guéret le Linda. Logo sa émission qui ngoni ayolo yongo là c'est ça on a ti taxi ti tranquille on a yanga da ti lokozo asika oila na hôpital à l'hôpital ça jalousie ni non c'est AVC et tout ça etc. Après le qui na yanga après il a lancé j'étais en communication avec lui et ça s'est passé comme ça. On sait tous que il a AVC à phase de tournoi soit père. C'est vrai qu'il y a des exceptions, mais moi je pense que dans le cas de Karl, et je l'ai dit, ce que je dis n'engage que moi, je pense que Afal ou Fango,
reste à prouver encore, comme on dit. Donc, Tenti Carl là, Ilonoti Masso, vraiment, ça fait chaud au cœur. Et je pense que si vous êtes tous ici, c'est parce que certains l'ont certainement côtoyé, certains ont eu à échanger avec lui, certains ont certainement des souvenirs, des petites histoires, des anecdotes, des témoignages. Et donc, ce sera l'occasion de pouvoir le faire ici, en sa mémoire. Et j'étais en train de dire au grand frère Nino que comme on avait tellement prié là-bas, est-ce qu'il fallait débuter par une prière ici? Ou alors peut-être on ferait une prière à la fin? Je ne sais pas trop, mais bon. D'accord, donc, est-ce que... On va passer le micro pour ceux qui ont eu à échanger avec Carl, qui ont un petit témoignage. Après la messe, tout à l'heure à 18h, une anecdote, nous nous sommes réunis dans la salle pour rendre moi, par exemple, la première anecdote, au grand combattant Carl Blaguet. La petite histoire, c'est ceux qui ne le savent pas. C'est quand on a commencé on a fait une messe le G16. pour sa mémoire. Nous étions avec d'autres jeunes qui ont dû partir, notamment Ben Wilson Gassa. Et donc, comme il va tirer la pimba, il est tout en bêtise, ça, il mérite la pimba. Maintenant, Ben, pour qui j'ai beaucoup de respect, disait à Carl que bon, il t'a dit pour son drone, il t'a dit régime Nikete. Mais là, Carl était radical. Et c'est à partir de ce moment vraiment que lui et Ben, ça n'allait plus. Et ça m'a beaucoup plus rapproché de lui parce que moi également, je suis quelqu'un qui est très radical avec le régime en place. Et là, j'ai compris que vraiment, Carl, c'est quelqu'un qui est déterminé. Et certaines personnes avaient souvent tendance à confondre son combat, à penser qu'il était de l'opposition. Alors qu'il était de la société civile, mais c'était quelqu'un qui était radical. Son nom était non, et il ne savait pas transiger avec la vérité. Vous l'avez suivi vous-même. Andoti Boboti la pitani. Là, ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc vraiment, je pense que le Centrafrique perd un guerrier de sa génération, un vrai résistant au sein du G16, c'est lui qui portait la flamme. Même quand le rassemblement unitaire a été mis en place, on était un peu hésitant, celui qui disait non, il le faut, il le faut, il le faut. Et puis c'est comme ça qu'on s'est dit, bon, on va tous s'y mettre. C'est un ami que personnellement je perds, un frère. On partageait beaucoup. Et là, il est parti, ça fait mal. Donc, je vais passer le micro à qui voudrait la prendre pour une anecdote, un témoignage sur Carl. Et puis, à qui voudrait la prendre, hein? Je vais prendre le micro. Bonjour tout le monde. Vraiment, c'est un moment très touchant pour moi. Je ne pensais pas que pour moi, avec Carl, on devait se retrouver carrément approché. Approche le micro, bouge pas trop. Mets bien le micro, non? Alors, pour moi, logiquement, je croyais que, bon, commençons avec Léon, on a toujours envie de dire, nous allons nous retrouver, dit Carl, je serai à l'aéroport de Bogui-Poko, c'est là où je vais t'appeler quand on va partir. C'était ce qu'on se disait comme blague. Parce que Carl, d'abord, il faut que vous deviez savoir, avec lui, on s'était connus dans les années 88-89. Il était ici au 200 Villa, nous étions les jeunes de Sika. Et je l'ai connu parce que c'est quelqu'un qui il n'était pas dans n'importe quelle table du quartier. Lui, c'était seulement les lectures. Carl, c'est des lectures, c'est l'image d'Alphonse Blaguet. D'ailleurs, on l'appelait Alphonse Blaguet Junior. Lui, tous les livres qu'on cherchait, on allait voir, il faut aller voir Carl. Et comme nous sommes des jeunes, on faisait du n'importe quoi, avec des enfants derrière, tout devant, je les blaguais, tout comme ça. Quand il sortait, c'était juste pour faire ces choses comme ça. Il avait des amis qui lui ressemblaient. Ce n'était pas n'importe qui pouvait approcher Carl. À un moment, on l'appelait Bouganda, parce que il y avait des moments où nous sommes dans nos délires de bêtises, mais Carl, c'est difficile de le voir dans ce moment. Mais il était toujours étonné de moi, il dit petit, mais comment tu es avec les gens là toujours, à la fin de l'année, tu es toujours meilleur.
tu n'es pas bien. Il vient ici, là. Tu es avec tout ce monde-là, mais je trouve que ça ne va pas. Mais toi, tu es toujours à qu'est-ce que. On a toujours rigolé. Et à un moment, on s'était perdu de vue. Et je l'ai retrouvé dans les luttes. Les luttes, qu'est-ce qu'il faisait? Chaque fois que j'intervenais, quand ça n'allait pas, parfois il m'appelait. C'était l'unique qui m'appelait pour me dire Steve, ce que tu dis en politique, on ne dit pas ça. Attention, c'est très dangereux ce que tu as dit. Est-ce que tu as les preuves? Il dit, mais heureusement que tu es en France, parce que ça là, si on prend ça, c'est grave pour toi. Parfois il me dit, ça dit que si tu veux parler de ça, essaie de mettre ça au conditionnel. En tout cas, il a toujours été avec moi pour me donner ce genre de conseils. Je me souviens quand je préparais un débat avec un MCUE, il m'a appelé, il me dit, Steve, va d'abord connaître ton adversaire. J'ai dit, Karl, c'est un idiot. Le gars, c'est un idiot, donc je n'ai pas trop. Il dit, attention, l'homme peut se changer à tout moment. J'ai dit, je connais le gars. Il me dit, bon, voilà les poubelles, parfois il me parle. Alors, ce dernier temps, un moment, il a fait un tour ici en France. Dans cette tour ici en France, on n'avait pas eu le temps de se voir. On n'avait pas eu, parce qu'en ce moment, moi-même, je faisais autre chose qui était vraiment difficile et je n'avais pas eu le temps de le voir. Et il était reparti à Bondy. J'avais fait une publication sur Sayo, dernier temps. Automatiquement, il m'a appelé, il me dit, Steve, oui, dis-moi tes sources. Je lui ai expliqué mes analyses. Il dit, oui, tu as raison. Effectivement, je pensais que c'était dans le vide, mais ce que tu m'as dit, je trouve que tu m'as convaincu. Après, on a discuté, j'ai dit, mais Karl, tu étais ici en France. Pourquoi tu n'étais pas resté? Il dit, Steve, c'est notre pays à nous tous. Si tout le monde devait rester en France, non, on ne va pas leur laisser le pays comme ça. Il a aussi le temps. Il dit, c'est quoi? Ah, toi, non, je vais revenir. Après, je lui ai dit, oui, comme un lion. Alphonse Junior. Après, il a rigolé. On a essayé de parler d'autre chose. Après, il m'avait fait une commission pour Beninga. Il dit, Steve, bon, moi, je pense comme ça. J'aurais souhaité que tu puisses faire un tour auprès de Beninga, discuter avec Beninga. Voilà ce que moi, je dois penser. Mais c'est quand tu reviendras vers moi que je te dirai ce que moi, je pourrais proposer comme solution. Mais l'erreur que j'avais commis, je t'ai parlé vite auprès de Beninga. Et ce qu'il me dit, c'est à 2 jours de son débat avec débat de Negeluka. Et vraiment, et lors de cette discussion, il m'a dit, Steve, je sais, c'est sa phrase, hein, je sais que ma vie est hautement, mais c'est phrase, hein, ma vie est hautement menacée par ce régime. Mais c'est pour le bien de ce pays. Il est Zanalagnac. Vous voyez, ma vie est hautement menacée. J'ai dit, Karl, je pense que tous les signaux que je vois pour le moment, les gens là sont en train de partir. Il dit, mais oui, mais ils sont en train de partir, mais les gens ne se réveillent pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé dans ce pays. Vous voyez, donc c'est pour dire que aujourd'hui nous pleurons Karl. Certains pensent que non, ils l'ont pris par lâcheté, mais Karl savait que sa vie était hautement menacée. Karl savait qu'il pouvait tomber d'un moment à l'autre. Mais ce qui était vraiment important pour Karl, c'était son combat. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Malgré qu'il est sur le lit de l'hôpital, il attend IRM, il attend tout ça, mais Karl est encore dans le combat. Son souci, c'est de voir va voir telle personne, faire telle chose, il faut écrire ça. Et pourtant, j'étais presque agonisé déjà. Mais il pouvait penser comment on devait lui mettre des sérums, on devait lui mettre ce genre de choses. Mais Karl voyait encore le pays. Karl encore, a dit que cette dernière souffle, ce dernier combat, c'est pour penser la République centrafricaine, le devenir de nos enfants. Alors, moi, j'ai dit peut-être que... Et aller jusqu'à dire son bourreau, Dimbele Nakwe. Ce nom-là, nous n'oublierons jamais. Je pourrais dire que Dieu l'a, ce dernier moment, Dieu l'a soulevé un peu, juste pour dire ce qu'il a à dire, donner les feuilles de route.
donner ce qui est propre, ce qui est nécessaire pour nous les jeunes. Et dire son bourreau. Ça, c'est très important. Parce que je pense que si c'était... Bon, quand on prend 10 personnes, je ne sais pas, en ce moment-là, le moment où il traversait, il aurait dû penser, ça irait là, et telle personne de sérum, ça va se passer comment? Ce moment-là, il y a des équations. Je pense que parmi nous, beaucoup sont passés à l'hôpital. Il y a des équations, et les sont nombreux. Mais lui, ce moment, pour lui, c'était la République centrafricaine. C'était comment nous, qu'est-ce qu'on peut faire? La stratégie unitaire. Vraiment, oui, il est parti. Ce que je peux dire de nous aujourd'hui ici, essayez de voir, analyser minutieusement Karl, les derniers moments de Karl. C'est grave pour nous, les jeunes de maintenant. Karl, je peux vous dire, c'est quelqu'un qui il suffit d'un seul bouton, une touche, pour être acheté et travailler normalement et vivre convenablement à Bangui. Il avait presque tout à Bangui. Il a presque tout refusé pour l'intérêt national. C'est pour que si nous faisons des luttes, essayez de voir l'image de Karl au moins. Essayez de voir le pays. Quand on prend, nous sommes devant, si nous disons aujourd'hui, défenseur de droits, le libérateur, tout ça, essayez de faire ça, essayons de copier l'image de Karl. C'est tout ce que j'ai à dire. Vraiment, oui, il va partir. Mais je peux te dire que c'est avec un respect que je prononcerai ce nom. Karl Blagué. Jusqu'au dernier souffle, il continue à bondir le drapeau. Il savait qu'il allait remonter dans le trou. Il continue à bondir le drapeau. Il avait même fait un tour ici en France où il suffit de voir avec un certain, avec le professeur Akandi pour dire comment je pourrais rester ici en France. C'était facile pour lui. C'était vraiment facile pour lui. Bon, je reste en France, je ne rentre plus. Il n'avait pas vu ça. Lui, c'est d'abord le pays. D'abord, et là-bas, je peux vous rassurer que Karl ne vivait pas une vie de luxe. C'était difficile. Karl est dans les grincements des dents. Mais Karl est toujours vivant. Vraiment, sur ce, je peux que lui dire, Karl, va en paix, mais sache que ton exemple inspirera les autres. Pas tout le monde, oui. Je sais qu'il y a des gens, il faut être franc. Parmi nous, il y aura des traîtres. Il y aura des gens qui vont trahir cette lutte. Il y aura des gens à un niveau de la vie, ils vont essayer de penser qu'à car mais mon avenir c'est comme ça. Il y a des gens qui penseront comme ça. Mais parmi nous, certains, il faut être franc. Certains tomberont. Mais je dirais honneur à ceux qui vont résister jusqu'à la fin. Ce que nous vivons, c'est de la tyrannie. Nous avons dépassé les stades de la dictature. Nous avons un tyran devant nous. Donc c'est pour dire que le combat est multiplié exponentiel. Mais heureux ceux qui vont résister jusqu'à la fin. Ce nom, Karl Blagué, essaie d'écrire ça en gras dans notre tête. Karl, je te respecte. Sur ce, je termine. Je remets le micro Ludovic. Je sais qu'il a épuisé de son voyage, mais bon, viens ici. Mais vraiment, le souffle. Ah bon. Vraiment, témoignage émouvant. J'ai vu ma soeur Aïssa Topelo tomber en larmes. Ça m'a fait chaud. Pingbango, Bolingetua, l'Itibé Africa. On a tous des larmes, mais on les verse. C'est juste que ça coule à l'intérieur, mais ça fait mal. Voilà, vous avez suivi le témoignage de Steve Gello sur Karl. Sa détermination, son engagement, sa fermeté. Effectivement, Karl a gagné en France. Cela, là, la poto Gesso, effectivement.
avec l'ancienne conseillère politique au niveau de l'ambassade de France à Bangui, celle qui a été remplacée par M. Nicolas Courtin. C'était prévu que Carla Doualani tenait le Galumba. Mais Carla Ken. Ok. Le Galani même, il a eu un terrain, on est même parti à Lyon, on a fait Meloquin. À un moment, il a tout lâché, il a abandonné, il est parti. Et Gomodo même, je lui ai demandé, mais Carla, est-ce que moi, il mon sens, il est lui d'eau. Il peut être à terre, il a un poteau capé. Comme on a un contrôle. Donc, il se savait menacé. Carl se savait menacé. Mais sa détermination, son engagement, son patriotisme étaient au-dessus de toutes les craintes. Il a eu peur, mais il est resté fort, il est resté debout. Il a toujours continué ce combat et jusqu'à ce que ce qui est arrivé soit arrivé. Merci beaucoup Steve Guello pour ce témoignage et tout ce que tu nous as fait revivre ici concernant Carl Blaguet. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre qui voudrait dire quelque chose, le facilitateur? En fait, le nom que je retiens du grand interprète. Mieux. Je peux. Merci. Bonsoir à tout le monde. Je prends la parole juste pour faire un témoignage, mais beaucoup plus une exhortation. S'agissant de Carl, je dois avouer que c'est un cadet que j'ai connu il n'y a pas très longtemps. J'étais un des conseillers du président Mekassoa, Karim Mekassoa, en 2020-2021, lors des élections groupées. Il m'a demandé de le rejoindre à Bangui à ce moment-là pour l'aider dans cette campagne. Et c'est à cette occasion que j'ai connu Karl. Le président Mekassoa lui avait parlé de moi. Et donc l'a invité à échanger avec moi au bureau. J'étais avec un des jeunes centrafricains talentueux que vous devez connaître certainement, s'agissant de Farid Tahirou Kashabaz. C'est un des résistants aussi. Et donc nous étions deux conseillers techniques du président Mekassoa à ce moment-là. Et Karl était venu nous retrouver au bureau. Nous avons pratiquement passé une journée ensemble à échanger, à discuter, à parler, à refaire la vie en fait. Le président Mekassoa lui avait dit, enfin il a présenté mon profil puisque je suis conseiller en matière d'économie pour le président à l'époque. Et Karl me disait, bon ben, c'est un monde inconnu presque pour lui, mais il était très intéressé. Il était très intéressé, il cherchait systématiquement à comprendre quelle serait la feuille de route en matière de sortie de crise. Parce que c'est une chose de se battre pour mettre fin à la dictature ambiante, mais encore ce serait une autre chose de relever la République. Et pour relever la République, bon, il est plus jeune que moi, c'est vrai, mais il se posait beaucoup de questions, il m'a posé vraiment beaucoup de questions pour comprendre, chercher à comprendre comment nous allons pouvoir faire pour tracer la voie et sortir notre pays de ce marasme socio-économique. Et donc je me souviens avec beaucoup de regrets et beaucoup de frissons ces moments que nous avons passés ensemble. Donc je m'incline devant la mémoire du jeune cadet. Je dis jeune parce que d'abord jeune en âge par rapport à moi, mais beaucoup plus jeune en termes de vivacité de l'esprit. Il avait un esprit vrai, il était sincère, il était juste et il était bon, comme avait rappelé le coordonnateur général du Rassemblement unitaire. Donc notre pays perd un de ses fils les plus valeureux, en tout cas plein de promesses. Et donc, comme disait mon cadet ici, nous allons essayer donc de faire vivre son âme, de faire vivre l'esprit qu'il a voulu partager, qu'il a voulu insuffler
tout un chacun parmi nous pour que ce combat-là puisse aller de l'avant. Voilà. Le deuxième point que je voudrais, je remercie d'ailleurs l'autorité qui est parmi nous, parce que c'est des moments quand même assez rares d'avoir le président, le leader de l'opposition démocratique, président d'un très grand parti qui est avec nous. Voyez-vous, Monsieur le Président Anissé, ce moment que nous partageons, en fait, devrait quand même être gravé dans nos mémoires, dans le sens où nous arrivons à la croisée des chemins. Nous arrivons à la croisée des chemins. Le choix, il est simple. Le choix est simple. Soit on reste dans le moule, on rentre tous dans le moule de Touadéra, et puis la dictature va perdurer, ou alors on choisit un autre chemin. L'autre chemin, il n'y a qu'un seul chemin. Je rappelais dans la dernière fois que nous venons tous d'horizons différents, comme disaient les latins, Père et pluribus unum. Nous sommes plusieurs, nous sommes unis, mais à partir de plusieurs. Donc c'est à partir de plusieurs que nous sommes aujourd'hui que nous devrons tracer ce chemin-là, cet unique chemin vers le relèvement de notre pays. On peut rester chacun sous sa casquette en privilégiant une guerre de chapelle. Mais voyez-vous, ça, on l'a expérimenté, nos anciens l'ont expérimenté, nos aînés d'aujourd'hui continuent de l'expérimenter, nous aussi on est en train d'expérimenter cela. Donc je pense qu'il va falloir que nous tirions tous collectivement cette leçon-là, de nous engager unitairement. Unitairement ne veut pas dire on s'engage avec un reniement. On reste ce que nous sommes. Chacun reste ce qu'il est. Mais nous partageons tous le même objectif qui vise à mettre fin à la dictature. Parce qu'il s'agit bien d'une dictature qui est rampante en Centrafrique. Et il va falloir qu'on mette fin à cela. Et pour mettre fin à cela, nous devons conjuguer tous nos efforts pour atteindre cet objectif-là. Après, le pouvoir, il se gère à plusieurs. Il se gère toujours à plusieurs. Donc, je fais cette exhortation pour que véritablement nous nous inscrivons dans cette dynamique du rassemblement unitaire. Je ne suis pas encarté, moi. À titre personnel, je ne suis pas encarté. Donc, je suis un combattant comme vous tous, je suis un militant comme vous tous, je suis un activiste comme vous tous, je suis ce que je suis et j'apporte ce que je peux apporter, en tout cas l'utilité marginale. Ça, c'est ce que les économistes parlent d'utilité marginale. J'essaie d'apporter mon utilité marginale à ce qui nous concerne tous, pour que véritablement nous puissions avancer ensemble. Je termine en faisant un rappel. J'ai regardé, comme vous d'ailleurs dans la presse, qu'il y a une pléthore de délégations présidentielles qui est partie au Japon, au TICAD. Le TICAD, c'est la 9e édition du TICAD, qui est le sommet de la coopération pour le développement Japon-Afrique. Et comme d'habitude, le président de la République, il est parti avec une pléthore de délégations. Moi, j'ai appelé ça le tourisme présidentiel qui continue. Il y a un journaliste qui s'est amusé à nous dresser un bilan de ce qu'a coûté les 10 années de voyage du président Touadéra. 10 années de voyage présidentiel. En moyenne, une trentaine de vols, de voyages par an. J'ai essayé de faire le calcul moi-même. En moyenne, une trentaine de vols présidentiels par an. Et je fais l'impasse sur ce qu'a coûté. Fait un total d'environ 18 milliards. 18 milliards de francs CFA, ce qu'a coûté les 10 années de voyage présidentiel. Et voyez-vous, cette délégation, j'ai regardé de près, cette délégation qui est partie au Japon, c'est tout sauf des gens qui ont la main sur les dossiers stratégiques en matière de coopération pour le développement. Tout sauf. Tout sauf. Parmi ces gens, il y a 2 prêtres. Pardon, cher abbé, vous êtes là. Mais votre utilité marginale ne se retrouve pas à cet endroit-là. Ce n'est pas à votre place. Ça ne veut pas dire que vous, en tant que prêtre, vous n'avez pas votre mot à dire, mais vous avez une autre pastorale. Vous devez avoir une autre pastorale. Pastorale de la cohésion, de la morale, de l'éducation, des choses comme ça. Mais dans cette délégation, j'ai vu 2 anciens prêtres,
Voilà, des aînés à nous défroqués, puisque moi aussi je suis un ancien séminariste. Mais ils se retrouvent au Japon sans savoir pourquoi ils sont au Japon. Et j'ai essayé de savoir un peu plus. Ils n'ont même pas amené une petite fiche, ce qu'on appelle une fiche d'identification de projet. Ils n'ont même pas préparé ça. Donc le chef de l'État se retrouve avec tous ces, sans savoir ce pourquoi ils sont venus au Japon. Et la ministre des Affaires étrangères, lors du briefing, parce que quand le chef d'État se déplace, à chaque fois il arrive, il fait une petite réunion de briefing, il faut briefer tout le monde. Alors le briefing a tourné dans la présentation du programme de la visite. Madame Baïpo a fait une présentation du programme et surtout le programme des visites. Vous voyez, donc j'ai regardé, j'ai dit bon d'accord, ils vont faire le tour de tous les petits restaurants de Yokohama pour tester le sushi royal. Vous voyez, donc c'est à cela que ça vaut les milliards du contribuable centrafricain. Donc c'est vous dire que pendant que cette délégation est au Japon, il manque tout dans nos écoles, tout dans nos hôpitaux. Il n'y a même pas des instruments de diagnostic, parce que s'il y avait au moins un plateau technique élaboré, notre frère ne devrait pas, ou au moins il aurait pu bénéficier d'un minimum de services de santé de base. Voilà. Donc l'instant est vraiment grave et j'exhorte tout le monde à regarder véritablement dans cette stratégie de combat unitaire pour que enfin nous puissions mettre fin à cette dictature-là. Voilà. Monsieur le Président, je vous remercie particulièrement pour votre présence parmi nous. Ça fait chaud au cœur de savoir qu'on n'est pas seul, voilà, et que nous avons des leaders qui s'engagent aussi dans cette voie-là, dans cette stratégie pour mettre fin. Le mot de fin, c'est qu'il est annoncé des élections dites groupées en Centrafrique. Mais bon, vous savez bien que la question, c'est pas d'aller aux élections, puisque les conditions ne sont pas réunies. Nous nous battons, et le président AGD est là, nous nous battons pour préserver la Constitution, celle qui est l'émanation même de la volonté de nos concitoyens. La Constitution, c'est 2016. Mais voyez-vous, il y a deux constitutions qui se chevauchent. D'une part, lorsqu'on évoque les élections, on nous dit à la fin de l'année, il y aura élection. Mais si on va aux élections en fin 2025, ça veut dire que nous sommes sous le règne de la Constitution de 2016. C'est cette Constitution qui avait prévu effectivement un mandat présidentiel de 5 ans, renouvelable une fois. Donc nous y sommes. Mais pour contenter ceux du pouvoir, ils nous parlent de oui, mais il faut exclure les binationaux, etc. Donc on utilise leur constitution à eux pour écarter un certain nombre de nos concitoyens. En tout cas, c'est une bêtise. Donc tout ça, c'est de la mascarade. Nous savons que les conditions ne sont pas réunies et nous devons nous battre effectivement que ces élections puissent avoir lieu dans les meilleures conditions possibles, quitte à repousser le calendrier. En tout cas, je laisse libre cours aux uns et aux autres de faire les propositions les plus pertinentes pour qu'on travaille ensemble. Merci, cher cadet. Merci, le grand Maboula, que j'aime appeler le facilitateur. Qui sait pourquoi, mais bon. Merci aussi pour le petit témoignage sur Karl. Hein. C'était quelqu'un qui était quand même d'une curiosité maladive, qui s'intéressait à tout ce qui pouvait ramener le pays dans de bonnes conditions. Voilà pourquoi, sociologue de formation, il s'est quand même intéressé aux questions économiques afin de savoir pourquoi et comment le pays pourrait s'en sortir. Et donc, le grand Maboula a bien fait de rappeler ça, je ne l'avais pas vu venir, la présence de M. Anissé Georges Dologuélé du parti URCA. Vraiment, ça fait chaud au cœur et ça me touche. Personnellement, je suis de ceux-là, je le dis, Yann, je suis de ceux-là qui ont beaucoup, à une certaine époque, attaqué le parti URCA. Mais j'appelle cette époque le temps de l'aveuglement.
Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les choses de plus près, on se rend compte que dans notre pays, véritablement, si on parle d'une certaine opposition, on ne pourrait pas citer plus que M. Alicet Georges Dologuélé. Je ne le dis pas comme ça pour que les autres pensent que non. Je ne sais pas faire dans la flagornerie, mais je le dis très sincèrement. Donc, je vais passer le micro au professeur Jean-François Akandi-Kombe pour son mot, son témoignage. Et après, il faudrait quand même que le président Alicet Georges Dologuélé puisse, face à cette situation, nous prendre la parole pour dire quand même ce qu'il pense et puis peut-être nous prodiguer quelques conseils. Oui, maman Rosalie. Je voulais parler avant le professeur. Ah, d'accord. Bon. Honneur aux femmes. Honneur aux femmes. Ah oui. Ah d'accord. Je chauffe le micro en attendant que... Walimbo. Merci. Je voulais parler avant le professeur, parce qu'en général, les jeunes portent les derniers espoirs. Et par rapport à moi, ce n'est qu'un enfant, le professeur. Je parle pour Karl. Et en public, j'ai du mal à l'appeler Karl parce que je l'ai toujours appelé Charles. C'est le fils de ma belle-sœur. Et son papa et moi, on était à peu de choses près, très très proches. Lui à Caen, en lettres, moi à Sas, en droit. Et quand il descendait chez nous. On se couchait quelquefois sur le tapis. On vivait la vie de bohème des étudiants. On s'est perdu de vue. On s'est retrouvé quand il est revenu sur Bangui. Et les choses ont vraiment changé quand il est revenu. Il m'appelait plus Tantine. Il m'appelait la grande dame. Et moi, je l'ai toujours appelé Alphonse II. Tellement il ressemble à son père dans la manière de faire, dans la manière de parler, dans son engagement. Il est question de Karl aujourd'hui. Mais on en est là parce que nous sommes devant une situation insupportable. Quelques jours avant sa mort, on a parlé. Et ceux qui ont suivi le live de Madame Cilia Dogossi, ils ont écouté ma voix, ils ont écouté la voix de Karl. Ils ont écouté, c'est ce que nous nous sommes dit. Il y a des moments où militer même est un médicament. En ce qui me concerne, c'est le cas. Ça fait depuis très 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 jeune que je milite. Et il m'est impossible aujourd'hui de m'en séparer. J'ai fait l'AEO, j'ai fait l'UNECA, j'ai fait la FEAN avant de partir sur le Gabon. Et arrivé au Gabon, j'ai eu cette chance-là d'être tombée sur une banque qui était en train de mourir. Et comme tous ces militantismes me manquaient, j'ai été dessus à bras le corps. Et la banque qui devait tomber est devenue la deuxième banque du Gabon. Quand on a beaucoup de choses à faire, c'est aussi quelque chose qui nous soigne. Quand je suis arrivée ici, après la mort de mon mari, qui ne vivait que de militantisme, et j'étais son bras droit, c'est Madame Bazoli qui m'a sauvée. Parce que tout d'un coup, je me trouvais, je n'avais plus rien à faire. Elle m'a dit, mais si on travaillait un peu au lab, c'est M. Akandi-Kombe qui m'a sauvée. Il m'a dit, si on travaillait un peu sur citoyens debout et solidaires. Et là, j'ai retrouvé mes éléments. On a commencé à bosser, à réfléchir.
Et quand nous sommes arrivés au CRT, j'ai accepté d'être la maman du CRT. Et la manière dont nous avons organisé le CRT, ça devait porter des fruits. Mais nous sommes un peu, excusez-moi, indolents. On ne nous a pas préparés à militer réellement. On nous soudoie pour faire ceci, on nous soudoie pour faire cela. Et souvent, on tue en nous ce qui fait l'homme. Et lui, vivant à côté de Blagué, qui a été UNECA avec moi, Karl ne pouvait pas être autre chose que ce qu'il est. Puisque Karl était Blagué 2. Aujourd'hui, Karl est parti. Et il est parti en sachant qu'il part. Mais il faut qu'il parte pour quelque chose d'utile. Et c'est nous qui avons la charge de porter cette chose-là. Moi, personnellement, je pleure Karl, puisque je l'ai porté bébé. C'est un peu mon enfant, l'enfant de ma belle-sœur. Mais la partie immatérielle de Karl est dans mon cœur. Et je voudrais qu'il en soit ici, pour nous tous. Aujourd'hui, nous savons, nous tous assis dans cette salle, nous savons qu'aucun parti ne peut battre Touadéra. Tout est déjà préparé. Il n'y a que ceux qui veulent gouverner, qui s'appellent population, qui peut avoir des gens pour les organiser, qui peuvent battre Touadéra. Et nous avons cette ambition-là. En tout cas, avec mes 81 ans, j'ai cette ambition. Et si vous ne l'avez pas, je dirais alors, donnez-moi votre jeunesse, je vais le garder pour vous. Bravo. Allons tous. Allons tous porter le message de Karl. Nous devons le porter. Pour ne pas trop vous tenir dans cet état-là, je dirais avec l'autre que Karl est mort. Mais le vrai tombeau des morts est dans le cœur des vivants. Je vous remercie. Merci. Eh oui. Eh oui. On ne peut qu'applaudir une deuxième fois. Vraiment, Maman Rosalie, à cet âge-là, cette éloquence-là, les mots bien dits, tellement bien dits, vraiment, chapeau, chapeau. Donc, pour poursuivre, le professeur a quand dit brûle de... Mais oui. Il avait proposé, non? Il avait proposé de parler, hein? Ah bon, encore. Alors, donc là, on va recevoir le grand Louis Firmin. Ça, c'est la radio Asibonanga qui va s'exprimer depuis le quartier Bornou, Ville Martyre. C'est notre Koya. Notre Koya. Ça, c'est notre Koya. Des médicaments de tout le monde. Voilà. Ce soir, Karl nous a rassemblés ici. Hier et avant-hier, c'était Orphée Edouard qui était à Dijon. Axel Brice, dans les églises à Paris. Madame Pouzère vient de nous dire le véritable tombeau de l'homme, de nous, ceux qui nous sont chers, c'est dans notre cœur. Faisons une place à ceux qui sont partis. La croisée des chemins, c'est derrière nous. Nous sommes dans le chemin. Nous sommes en train d'entrer dans la
RCA promise au Centrafricain. Mes chers compatriotes, je ne suis pas là pour une dérouler de discours, ni contredire, ni vous convaincre. Mon cher fils au cadet Ludovic Lédo, on s'était embrouillé. Mais que mieux vaut tard que jamais, il est sur le chemin de cette voie qui nous mène dans la terre promise. À la terre promise. Aurions-nous une stèle pour Carlo, pour Orphée, pour Axel? Subitement, j'entre dans ma 36e année en France, comme si c'était hier. Je n'ai jamais été exilé politique. Jamais. Sous Kolimba, sous Patassé, sous Bozézé, sous Djodjoja, ni sous Samba Panza. Mais subitement, avec un autre frère, appelons toujours Monsieur le Président Touadéra, notre frère. Nous ne sommes que des frères dans ce pays. Quoi qu'il arrive, on est tous des frères en Centrafrique. Mais avec le régime de notre président, de notre frère Touadéra, je veux bien aller à Bangui. Mais dans quelles circonstances? Ça, c'est me livrer dans la gueule du loup. Personne ne se plaindra de moi ça. Mais pourquoi? J'ai fait quoi pour mériter ça? Nous qui croyons encore à la République en Centrafrique, il ne faut pas que la flamme de Karl et ceux qui sont partis s'éteignent. Rarement cette flamme. Moïse lui-même, il n'est pas entré dans Canaan. C'est d'autres personnes. La traversée du désert, la grande partie c'est derrière nous. 2025, nous y sommes, une année charnière. Rien n'est écrit d'avance. Au mois de décembre, au mois de janvier prochain, qu'est-ce qui nous attend? Si seulement le départ de Carlo aujourd'hui peut nous mettre en confiance de ne jamais baisser la garde. Jamais baisser la garde et restons vigilants. Touadéra n'est pas notre ennemi. Nous voulons bien qu'il soit là, mais qu'il respecte sa parole. Rien ne vaut la parole. La parole donnée doit être respectée. Sinon, ça retourne contre la personne qui ne veut pas respecter. Merci. Merci. Ça, c'était le Luc Firmer Kongobé. Ce qui est sûr, c'est qu'on sera écouté sur le Monfunga Studio depuis le quartier Bornois, Bossangwaville, Martyr. Alors, le grand célébrité Dodo Bernard voudrait aussi faire un témoignage. Décidément, le professeur Jean-François Kandi va patienter un peu. Ah d'accord. On va juste brancher parce que M. Patrick a l'idée à prendre la fin. Nino, tourne. Tourne dans le C'est bon. Tu tournes. Voilà. Alors je me présente encore pour la deuxième fois, ça ne dérange pas. Je suis M. Bernard Sélémi Doudou, je suis le secrétaire général du Rassemblement unitaire. Le frère qu'on est en train de pleurer aujourd'hui, M. Karl Blagué, je l'ai connu sur les réseaux sociaux. On s'est connus à travers mes articles, parce que avant que je ne vienne au Rassemblement unitaire, j'écrivais des articles que je publiais sur les réseaux sociaux. Et pendant que j'ai publié des articles sur les réseaux sociaux, je mettais mes coordonnées téléphoniques en bas.
Et Karl m'appelle, je ne le connaissais pas avant, mais on a discuté, il me s'est présenté, M. Karl Blaguet. Et puis il m'a dit, M. Sénévi, vous savez, vous avez développé un très bon sujet, sauf que vous n'êtes pas allé au bout de vos idées. Alors il a exposé ses pensées, la partie que je n'avais pas pu développer dans mon article, et puis il a réussi à me convaincre, et puis c'est à partir de là qu'on a commencé à échanger ensemble avec Karl. Quand il partait même pour l'émission Patara, à la fin, on s'appelle, on décrypte ce qui a été dit par chaque intervenant dans l'émission Patara. Et également, M. Akandi Kombe nous avait prévenu qu'il devrait y avoir une émission appel sur l'actualité sur RFI. Donc il fallait qu'on puisse participer et prendre partie à cette émission-là. Donc j'étais le premier à intervenir sur RFI, appel sur l'actualité, avec Namori Dosso. Et j'avais vu que mon intervention, puisque j'étais le premier, a pris de l'ascendant sur tous les intervenants qui ont suivi derrière. Et c'est Karl qui a appelé depuis Bangui pour boucler la boucle. Et à la fin de l'émission, le soir même, on s'est appelé ensemble avec Karl, on a décrypté encore l'émission, et puis on en a tellement rigolé. Bon, c'est dommage aujourd'hui qu'on parle de Karl au passé. Mais c'est pas grave, Karl est toujours dans notre cœur. Karl, ce que j'ai aimé dans ce qui s'est passé, même si nous sommes en période de deuil, mais il y a un événement que j'ai aimé dans cette situation-là. Karl, en partant, il est tombé arme à la main. Il est tombé arme à la main et il nous a laissé un message. Il nous a laissé la clé. Parce que le puzzle qu'on avait, il manquait un élément. Et c'est Karl qui nous a donné cette clé. Cette clé, c'est le rassemblement. Cette clé, c'est l'unité. Alors, j'en profite de l'occasion pour ouvrir une parenthèse politique. Puisque Karl est mort, comme disait notre frère Lido, Karl est mort, ou alors on l'a tué pour des raisons politiques, parce que Karl dérangeait. Karl nous a laissé la clé, comme je le disais tout à l'heure, la clé, c'est l'unité. En dehors de cette clé-là, on ne peut pas mener le combat que nous menons actuellement. Le combat que nous menons, c'est de faire barrage à ce projet mortifère et chrysogène du troisième mandat. En parlant du troisième mandat, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse, puisque mes qualités de juriste m'amènent toujours à ouvrir des parenthèses dans ce sens. On nous a présenté un projet de constitution fabriqué par le pouvoir en place. Et vous savez, un projet de constitution, quand il arrive sur la table de l'Assemblée nationale, ça s'appelle un projet. Et le projet de loi, généralement, il y a deux parties. Là, je parle sous le contrôle du professeur Akandi Kombe. Il y a deux parties dans un projet de loi. Une première partie qu'on appelle les exposés de motifs. Ce sont ces exposés de motifs-là qui justifient l'existence de cette loi. Et c'est sur la base de ces exposés de motifs que les parlementaires, les législatifs, vont s'appuyer dessus pour légitimer, pour donner une force légale au projet de loi qui a été initié. Alors le projet de constitution qu'on nous a présenté, si on fait également recours aux différentes interventions ou alors aux différentes déclarations qui circulent dans les couloirs de la diplomatie internationale, on nous dit que c'est le peuple qui a réclamé que le président de la République puisse rester parce qu'il a trop bien travaillé. Il a tellement bien travaillé que le peuple a demandé qu'il renouvelle. Alors je me pose la question en tant que juriste pour savoir, et je mettrai également au défi tout juriste centrafricain de me prouver dans quel texte juridique, dans quelle architecture juridique centrafricain il y a une partie qui nous dit que le peuple peut demander au président de la République de renouveler son mandat.
Nous savons tous que dans la définition de la démocratie, on nous dit que c'est le pouvoir du peuple. Tout à fait d'accord. Le peuple est propriétaire de ce pouvoir. Mais dans aucun texte, dans l'architecture juridique centrafricaine, on nous dit quelque part que le peuple peut demander au président de la République de renouveler son mandat. Et si tel est le cas, eh bien là, il va encore faire un 3e mandat, il va faire un 4e, et le peuple là va encore revenir pour dire non, président, vous avez tellement trop bien fait, et que ce peuple là encore vous demande, vous voyez, la démocratie n'a plus son sens. Alors, mes chers compatriotes, je ne vais pas monopoliser la parole, je dirais seulement, comme ça tombe bien que le leader de l'opposition centrafricaine est aussi parmi nous, que nous soyons unis pour le même combat. Karl nous a laissé la clé, l'unité et la victoire est au bout. Je vous remercie, mes chers compatriotes. Merci. Ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui. Le juriste a parlé no comment. No comment parce qu'il a parlé naturellement, comme il a si bien dit, sous le regard de ce professeur Jean-François Kadikome. Alors, Karl était connu, même par des personnes insoupçonnées, et donc je pense qu'il y a un dernier témoignage, certainement M. Joël, c'est ça, qui voudrait partager un témoignage sur Karl. Il y a quelques mots. Ouais. C'est ça. Je suis désolé. Non, ben c'est pas grave, M. Joël. Voilà, je vous remercie de me permettre de m'exprimer. C'est vrai que quand j'ai appris la disparition de Karl, ça a été un choc. Et, vraiment un choc. Je pense qu'on a tous été surpris par cette brutale disparition. Alors, comment j'ai connu Karl? J'ai connu Karl beaucoup plus récemment que vous, bien évidemment. Moi, je l'ai connu en 2023, donc c'est récent. Mais j'ai quand même des échanges très intenses avec lui. Et je l'ai connu par une personne qui est un petit peu, je dirais, le contraste, peut-être, de Karl. En fait, je l'ai connu par l'intermédiaire de Bertin Béat. Donc Bertin, c'est plutôt quelqu'un qui est costaud d'apparence physique, mais qui, avec, je dirais, la pratique, m'est apparu avec une fragilité, on va dire, de conviction intellectuelle. Karl, à l'inverse, c'est une personne d'apparence physique tout à fait normale. Donc, on pourrait penser qu'il est même plutôt fragile, mais en réalité, il est d'une force, d'une très grande force. Parmi les échanges que j'ai pu avoir avec Karl, ce que j'ai ressenti en lui, c'est qu'il y avait des convictions très profondes et il était impossible de le faire changer de conviction. Hein, donc c'est ce contraste justement que j'ai avec Bertin Béat, puisque j'ai côtoyé les deux personnes. Alors, j'ai un souvenir très personnel, très intense, et je dirais même presque très intime avec Karl. Karl est arrivé en France fin octobre 2023. Et on va dire que donc il est arrivé la nuit, dans la nuit du 29 au 30, si j'ai bonne mémoire, octobre. Et il est arrivé dans un contexte où il était en très grande fragilité, on va dire matérielle. Et c'est à ce moment-là que je l'ai rencontré. Et donc je l'ai rencontré à Paris. Donc c'est là où
Préalablement, bon, je l'avais connu par des échanges, pareil, par des textos, par téléphone, etc. Et là, bon, on avait eu une grande discussion et je l'avais aidé justement à rejoindre le lieu où il devait s'installer en France. Voilà, donc depuis ce jour-là, depuis le jour où j'ai rencontré Karl, où il était en grande précarité matérielle, quand il est arrivé en France, on avait donc des rapports réguliers, et c'est vrai que Karl faisait partie des personnes sur qui je m'appuyais pour avoir des informations ou valider certaines informations, certains éléments, puisque bien évidemment j'ai pas bonne connaissance de la politique intérieure centrafricaine. Voilà, donc bien sûr j'ai des souvenirs donc très, très personnels avec Karl, puisque depuis qu'on s'était rencontrés à Paris, on échangeait très régulièrement. Je pourrais dire beaucoup de choses, bien sûr, sur nos échanges, mais bon, c'est pas l'objet aujourd'hui. Voilà ce que je pouvais dire. Donc ce contraste entre à la fois une fragilité et puis une très grande force intérieure. C'est ce qui m'a profondément marqué en lui. Voilà ce que je souhaitais dire. Merci, monsieur Joël, pour ce vivant témoignage. Bon, enfin, on va pouvoir donner la parole au professeur qui a pris le temps de laisser le temps à ceux qui voulaient prendre le temps de parler. Et là, maintenant, on donne la parole au professeur Jean-François Kandikombe pour son mot à l'Assemblée. Et j'insiste sur le fait que ce serait bien qu'après le professeur Jean-François Kandikombe, que la haute personnalité qui est parmi nous, c'est-à-dire le président Georges Anissé Doléguélé, puisse nous dire un mot. Merci beaucoup, Ludovic. Je me positionne en conséquence. Karl nous a fait une mauvaise blague. En fait. Il a fait une mauvaise blague toute la semaine. Cette semaine, et je sais que plusieurs d'entre nous, ou pratiquement tous ceux qui ont connu Karl et qui ont travaillé avec Karl, ont été perturbés. C'est la vie qui est perturbée, et même nos personnes qui sont perturbées. Et je vais donner tout à l'heure un témoignage, quelque chose de concret, mais avant de le faire, je voudrais dire combien, à titre personnel, mais pas seulement, je suis sensible à la présence aujourd'hui de mon aîné, le président Anissé Georges Doléguélé. Nous sommes dans un moment particulier. Et je dirais même que la première des choses que Karl a permis, c'est que nous nous réunissions. C'est que nous nous consolidions, pas autour de nous, mais autour de sa famille. Parce que ce moment-là, c'est le moment des siens où ils vont l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure. Et vous savez que nous avons décidé de mettre en place un comité d'organisation de ces obsèques, non pas pour se substituer à la famille, mais pour accompagner la famille, être ensemble autour de la famille, les réchauffer, les réconforter de notre chaleur. Et quand je dis que je suis sensible au fait que le président Anissé Georges Doléguélé soit là, c'est parce que dans ce moment-là de retrouvailles entre des Centrafricains, entre des gens qui sont d'une même famille unis par le combat, il y a des absents, il y a des présents tièdes, il y a des présents évanescents, et il y a les vrais présents. Et vraiment, merci beaucoup, Président. Merci. Alors, Karl, pour revenir à Karl, beaucoup de gens ici, vous êtes sans doute, la majorité ici a connu mieux Karl que moi, même encore jusqu'à aujourd'hui.
Parce que, car on s'est découvert assez tardivement, Karl et moi. C'est en 2021, puis 2022, un peu progressivement. Et en réalité, avec Karl, on n'a toujours parlé que de combat. Toujours. On n'a jamais évoqué des questions personnelles, pas de façon approfondie. Je le dis pourquoi? Parce que je trouve que c'est un trait de Karl que moi j'ai beaucoup apprécié, que j'ai retrouvé aussi en moi. C'est une forme de retenue. C'est quelqu'un je dirais, de mesurer sur le plan humain, quelqu'un de timide, quelqu'un de sobre. Je dirais même, je cherche le mot, mais je n'arrive pas à le trouver, mais qui est une qualité, qui est qu'il ne va pas faire irruption dans votre espace, et il ne va pas se mettre à raconter sa vie si vous ne lui demandez pas, ou même si vous ne le poussez pas. Et c'est quelque chose qui m'a personnellement beaucoup touché, et je regrette d'autant plus que nous n'avons pas eu ce temps-là, parce que je sais que s'il avait été encore en vie, nous aurions eu ce temps-là, à un moment ou à un autre. Et le deuxième point que je voulais aborder ici, et qui explique un peu pourquoi moi, mais peut-être d'autres également, nous avons été perturbés cette semaine. C'est sur la signification de la mort de Karl pour un combattant, pour un résistant centrafricain, pour un patriote, quelqu'un qui aime son pays, simplement. C'est la réponse à la question suivante. Qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier pour mon pays? Qu'est-ce que je suis prêt à perdre pour que mon pays gagne? Lui, il a dit qu'il était prêt à perdre la vie. Et il a perdu la vie. Il a perdu la chose la plus grande qui soit. Et c'est quelque chose qui ne fait pas qu'émouvoir. Je le dis parce que je voudrais qu'on retienne, pas seulement les jeunes, c'est une leçon pour nous tous, quels que soient nos âges. La leçon du sacrifice dans l'intérêt supérieur de la nation que nous répétons tout le temps, sans y donner un sens. Il a sacrifié ça. Et quand nous voyons, il suffit de nous voir sur les réseaux sociaux, dans nos luttes, dans nos organisations, dans nos meetings, dans nos assemblées. Nous avons une tendance, au moment où la mort de Karl nous dit que ce dans quoi nous sommes engagés, c'est la chose la plus grave qui soit. Parce que la plus dangereuse, c'est la chose la plus grave dans notre pays. Mais nous prenons la rigolade. Nous nous chahutons. Nous nous occupons de nos petits égos personnels. Nous nous occupons de nos petits problèmes. Quand on pose un problème fondamental sur la table, il faut d'abord que nous réglions nos petits problèmes et puis après nous allons nous en occuper. On a beau dire, le combat dans lequel nous sommes, c'est un combat à mort. Ce n'est pas nous qui l'avons décrété que c'était un combat à mort. Mais nous devons avoir conscience qu'en face, ils ont décrété que c'est un combat à mort. Et ceci nous oblige à donner non seulement un sens, mais une consistance particulière au combat que nous sommes en train de mener. Nous sommes tous ici sur cette terre pour partir, et nous irons rejoindre Karl. Mais faisons en sorte que, au moins, cette leçon-là de Karl, qui va continuer à me hanter d'une certaine manière, posons-nous tous les matins la question. Qu'est-ce que je suis prêt à perdre pour que mon pays gagne? Qu'est-ce que je suis prêt à perdre? Et sur quoi je suis prêt à passer pour penser à mon pays? Alors l'anecdote maintenant, et c'est l'occasion où nous nous sommes rencontrés, Karl et moi, l'une des premières occasions, c'est un dossier que vous connaissez tous comme le dossier
de la crypto-monnaie, le recours contre le système de crypto-monnaie en République centrafricaine. C'est un dossier qui est arrivé à maturité quasiment au moment où on créait le G16, sur lequel nous avons beaucoup échangé. Il y a beaucoup d'anecdotes sur ces échanges-là, sur la création du G16, mais ce dossier-là est vraiment le dossier révélateur. Et on était à une période où, d'abord, ça montre que, par ce dossier-là, je veux vous expliquer un peu comment Karl travaillait, et comment il travaillait avec les autres. Et j'ai personnellement adoré travailler avec Karl, à la fois sur le plan de la réflexion, mais aussi sur le plan de l'action concrète. C'est quelqu'un qui ne reculait pas, et qui, dans la réflexion, ne prend pas nécessairement les sentiers battus. Et l'exemple de la crypto-monnaie était cet exemple-là. Nous étions dans la grande période où la discussion fondamentale, c'était la discussion de la Constitution, qu'il voulait réviser à cette époque-là. Et c'était d'ailleurs la raison d'être du G16. Mais vous aurez observé que la première action du G16 n'a pas porté là-dessus. La première action du G16 a été de porter, en tant que citoyen, organisation citoyenne, un recours devant la Cour constitutionnelle contre le système de crypto-monnaie à l'époque. Et le juriste de la bande que je suis y avait réfléchi depuis longtemps, parce que nous avions publié un communiqué de citoyens debout et solidaires sur cette affaire, et on y avait réfléchi. Bon, j'avais posé la question, j'avais proposé en tout cas l'action lors d'une réunion du G7, adoptée sur le principe. Et là, Karl m'appelle, me dit, bon, prof, est-ce que tu peux m'expliquer, est-ce que vous pouvez m'expliquer l'action? Quel est le sens de cette action-là? Pourquoi on va introduire un recours contre ça et devant la Cour constitutionnelle? Et je lui ai expliqué. Et à partir de ce moment-là, Karl a saisi cette affaire-là à Bangui, à bras-le-corps, jusqu'à aller braver, parce que pour aller le déposer à la Cour constitutionnelle, c'était pas simple. Il y avait différents obstacles. Et qu'est-ce qui l'a convaincu? Ce qui l'a convaincu, c'est que finalement, on est tombés tous d'accord pour dire que, en réalité, ceci n'est pas un recours juridique. Ceci est la revendication fondamentale des Centrafricains. Ça touche à la racine des Centrafricains, ça touche au sang des Centrafricains. La fameuse affaire de la crypto-monnaie et la fameuse affaire d'un recours constitutionnel, c'était pour défendre le droit du Centrafricain à sa terre, à rester à son sous-sol, à être chez lui, et à le défendre de toutes les manières en allant devant la Cour constitutionnelle. Et ce qui l'avait convaincu en deuxième lieu, c'est que je lui avais dit, mais l'action de la Cour constitutionnelle ça ne s'arrête pas là. Et donc j'ai rédigé, nous avons discuté, nous avons enrichi, et Karl n'a pas dormi la veille où il fallait déposer ce recours. Et Karl tenait à être celui qui porterait le recours pour l'emmener, alors que nous avions parmi nous Maître Sombo-Dibélé. Il tenait à être celui qui irait déposer ce recours au greffe de la Cour et celui qui attendrait jusqu'à ce qu'il y ait le cachet. Et il l'a fait. Et à ce moment-là, on savait déjà, il y avait une sorte de fuite, on savait déjà qu'il y aurait un recours sur cet élément qui était jugé suffisamment fondamental par le pouvoir pour que les premières menaces commencent à naître. Les premières menaces avaient commencé à naître, et il s'est levé quand même, il a attendu, il est reparti le soir, il est reparti le lendemain matin, il a déposé le recours. La Cour nous a donné raison, comme vous avez vu. Mais surtout, ce qui a énervé le pouvoir de Bangui, c'est que le recours ne s'était pas arrêté là. Nous avions fait un recours en espérant que la Cour statuerait dans ce sens-là, ce qu'elle a fait, mais nous nous étions dit au G16, à partir du moment où il statue dans ce sens-là, c'est une deuxième étape de la lutte. Et là,
nous tous, nous devons envahir X, Twitter. Il y avait toute l'opération de la crypto-monnaie se passait sur Internet, et notamment sur X. Il y avait une page spéciale sur le Sangokon. Et c'était là que venaient les investisseurs. Et c'était là que les acheteurs potentiels arrivaient. Et donc nous avons assiégé, bombardé cette page-là de la décision de la Cour, des remarques, des commentaires. Tout ceci pour expliquer aux investisseurs que voilà, il y a une cour qui est la Cour suprême chez nous qui a dit ceci, qui a dit que tout ceci est inconstitutionnel. Donc, attention, vous ne pouvez pas demain dire que vous ne saviez pas, quand vous veniez acheter ça, qu'il y avait une incertitude juridique. Parce que même c'est la pire des incertitudes juridiques. Et vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais à partir de cette lutte-là, en moins d'une semaine, les achats se sont taris. Parce que les investisseurs eux-mêmes ont relayé les différents articles, etc., etc. Et ça, c'est un combat auquel Karl a participé au premier plan, à la fois dans la conception, dans la décision, dans la réalisation concrète, et qui nous enseigne aussi que le combat, il faut être prêt à l'action sous toutes ses formes. Il ne suffit pas simplement de parler ou d'introduire des recours. Il faut réfléchir aux manières dont on peut attaquer un système qui est de toute façon plus puissant que nous. Il y a des failles, on peut les trouver. Et Karl est parti, nous nous souhaitons bon voyage, je lui souhaite bon voyage. Il est convenu de dire nous allons poursuivre la lutte, nous allons ériger demain des stèles, donner des noms à des rues, mais c'est bien peu de choses. Je pense que ce soit Karl, que ce soit Orphée, que ce soit Axel Brice et tous les autres résistants qui sont tombés, la meilleure manière de leur rendre hommage, c'est d'abord de gagner ce combat, et c'est de faire vivre le pays et battre le cœur du pays à la manière qu'ils voulaient, et les faire participer comme ça à la vie nationale d'une nouvelle renaissance. C'est vraiment ce que je crois, en tout cas ce que je retiens aujourd'hui, et je le dis ici en remerciant tout le monde. Moi je suis ému de voir que nous venons d'horizons différents et que nous nous sommes réunis, et pour ça je dis merci à Karl. Tout est dit, tout est bien dit. Merci à Karl, c'était le mot qu'il fallait. C'est émouvant, ce témoignage-là. Et tout ce que le professeur Akan a dit ici sur le combat que le G16 a mené sur la crypto-monnaie est totalement vrai, parce qu'effectivement c'était un combat difficile, et Karl l'a pris en main. C'est l'émotion, hein. Karl l'a pris en main, et puis nous étions victorieux. Donc je pense qu'on va enfin donner la parole au président du parti URCAM, M. Anissé Georges Dologuélé, qui est là, afin qu'il puisse nous prodiguer ses conseils, nous dire ce qu'il pense. Je suis très honoré d'être aujourd'hui parmi vous. Je remercie Monsieur l'abbé d'avoir permis ce cadre. Je suis content de voir tous les talents centrafricains réunis ici, certains que je connaissais, certains que je ne connaissais que de réputation, et que j'ai pu voir aujourd'hui.
Et comme chacun de nous l'a dit, c'est grâce à Karl. J'ai connu Karl pas très tôt. On ne se fréquente que depuis réellement 2 ans. Mais quand je dis on se fréquente, on se fréquentait réellement. C'est-à-dire que malheureusement, moi je ne pouvais pas aller chez lui, mais il venait régulièrement me voir. Et Dieu sait que à Bangui, en dehors des militants de l'URCA, de certains qui se réclament de l'opposition, c'est quelquefois dangereux d'aller voir M. Delogele. Quelquefois, c'est dangereux. Parce que il y a les fameux B2 qui regardent. Les gens savent exactement qui vient chez moi. Il y a un cahier dans lequel les gendarmes relèvent les noms de gens qui rentrent, qui sortent, le temps qu'ils mettent. Et puis ils sont obligés de communiquer ça à leur hiérarchie. Mais Karl, il appelle, il vient, et on passe le temps qu'on doit passer pour discuter. Et j'ai noté beaucoup de choses qui ont été dites ici. J'ai surtout noté cette retenue, ce respect, cette écoute. En même temps, cette espèce de timidité apparente côtoyait une détermination, une rage de ce qui se passait, un courage et un désir d'avancer. Et ça m'impressionnait. C'est un garçon qui m'inspirait beaucoup de respect. La dernière fois qu'on a beaucoup discuté, c'est quand on préparait la marche du 4 avril. Parce que la marche était préparée par le BRDC, mais moi j'étais convaincu qu'il fallait associer tout le monde. Donc en dehors des réunions du BRDC, j'ai discuté avec Karl pour le compte du G16. Je rencontrais le président Jean-Serge Bokassa. Je rencontrais le fils de Bendunga. Je rencontrais tous ceux qui pouvaient dire non et qui pouvaient mobiliser pour qu'on soit les plus nombreux possibles dans la rue. Et dans la préparation de ce type de marche, il y a des actions qui doivent être menées, qui ne sont pas des actions publiques. Et je discutais de ça beaucoup avec Karl. Et parce que c'était un garçon déterminé, et parce que je savais que ce qu'on arrêtait, il allait le faire. Il le faisait et il me rendait compte. J'ai eu beaucoup de peine parce que quelques jours avant sa mort, d'abord je ne savais pas qu'il avait eu cet AVC. J'ai vu qu'il m'avait appelé. J'ai vu un appel manqué. Et je me suis dit, il faut que je le rappelle. Et puis avec les occupations, j'ai repoussé à demain, puis un jour, un soir d'ailleurs, c'est Steve Gallo qui m'appelle pour me dire qu'Karl Blackie est mort. Je vous assure, j'en ai pas dormi de la nuit. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il a bien voulu me dire et je ne l'ai pas rappelé. Et je m'en suis voulu. Avec Karl, on discutait d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur. C'est la passivité de la jeunesse centrafricaine qui a accepté pratiquement qu'elle ne doit plus avoir d'avenir. Nous discutions beaucoup de ça, il était très affecté par ça. Quand j'allais dans les quartiers discuter avec les jeunes pour les inciter à marcher,
je leur disais, expliquez-moi pourquoi moi, un homme de 68 ans, je dois aller marcher dans la rue pour vous. Je leur demandais, expliquez-moi pourquoi moi, Dologele, je dois aller sous le soleil à mon âge là, marcher des kilomètres pour vous. Et vous, vous êtes là en disant, on a peur, on a peur. Et c'est cette exhortation qui a pu décider beaucoup à venir. Parce que je leur disais, je suis désolé pour vous. Quand moi j'avais 22 ans, sous Bokassa, pourtant on avait tout. On a marché pour une histoire de tenue. Je suis rentré à la maison couvert de sang tellement j'ai reçu de coups de matraque. J'ai fait ma part quand j'avais votre âge. Pourquoi maintenant, alors que j'ai l'âge d'être votre grand-père, je dois faire encore ça pour vous? Et on discutait beaucoup de ça avec Karl. De cette passivité, de cette résignation de la jeunesse centrafricaine. Le principal sujet de préoccupation aujourd'hui, c'est ça. Nous pouvons faire des réunions politiques, parler le bon français entre nous. Nous savons parler de politique très bon français. Mais tant que la jeunesse ne se bougera pas, puisque nous avons choisi le combat démocratique, Oui. je ne sais pas organiser les ports d'armes, des machins, tout ça, je ne sais pas le faire. Nous avons choisi le combat démocratique. Le combat démocratique, l'homme le plus puissant de l'histoire du pays a été Jean-Bédel Bokassa. En marchant dans la rue, il y a des gens qui sont morts, mais il a quitté le pouvoir. Aujourd'hui, personne ne veut être blessé. Ah non, il y a les Russes. Ah non, il y a les requins. Ah non, il y a... Vous êtes déjà morts, les gars. Oui, bien sûr. Vous êtes déjà morts. Oui. Sauvez ce qu'il y a à sauver. Et ça, je crois que c'est ce que nous devons, chacun de notre côté, faire pour que ces jeunes prennent conscience qu'il s'agit de leur vie, qu'il s'agit de leur avenir. Oui. Vous savez, quand en 2016, il y a une anecdote que je voulais vous raconter. J'ai eu deux coups de marteau ces derniers temps. Le dernier étant Karl. Mais juste avant lui, c'était le ministre Abdallah Kadre. Oui. Pourquoi le ministre Abdallah Kadre, que je connaissais peu? Entre les deux tours, un jour, un décret tombe qui relève le ministre Abdallah Kadre de ses fonctions de ministre des Finances et du Budget. Je me suis dit, tiens, on est à quelques jours du dernier tour, pourquoi est-ce que il y a ça, puisque c'est la fin de ce régime. Un régime de transition qui se termine dans quelques jours. Pourquoi est-ce qu'on relève un ministre aussi important de ses fonctions? Et quelques temps après, il m'appelle. Il m'appelle. Je suis surpris de l'appel. Je lui dis, monsieur le ministre, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, ah, c'est à cause de vous que j'ai été relevé. Je lui dis, ah bon, qu'est-ce que j'ai fait? Il me dit, on m'a demandé de sortir de l'argent pour la campagne de Touadéra. Je leur ai dit, mais vous ne connaissez pas Touadéra, moi je le connais. Vous le connaissez d'où? J'ai été son ministre des Finances, j'ai été son conseiller économique. Je peux vous parler de lui en parlant de la patronne du pays à l'époque. Et je peux vous parler de lui, moi. Vous ne le connaissez pas. Je vous déconseille de faire ce que vous êtes en train de faire là. En tout cas, moi, je ne m'associerai pas à ça.
Et le décret est tombé. Et le décret est tombé. Donc, voilà quelqu'un. Et il m'a dit ceci. Il me dit, grand frère, je suis très surpris de ce mouvement d'ensemble autour de ce monsieur. Même ceux qui étaient ses opposants farouches se sont mis autour de lui pour le soutenir. C'est surprenant. Ben non, pourquoi ils étaient ses opposants? Parce qu'il n'a pas changé, le monsieur. Il ne changera jamais. Et donc, quand on a annoncé son décès, tout ça m'est revenu à l'esprit. Je me suis dit, c'est vrai. Tous ceux qui se sont mis autour de lui pour le pousser, le mettre au pouvoir, le connaissaient très bien et il n'a pas changé quand il le mettait au pouvoir. Hein? Donc, ce sont ces deux anecdotes, c'est cette anecdote que je voulais vous raconter pour vous dire que quand M. Touadéra est venu me voir chez moi en 2016 pour me remercier d'avoir reconnu les résultats provisoires et d'avoir renoncé à déposer un recours, je lui ai dit ceci. Je lui ai dit, mon frère, notre génération est celle qui a connu le meilleur de l'histoire de notre pays. Nous avons vécu un vrai pays. Restituons-le à nos enfants. Vraiment. C'est notre devoir de restituer le type de pays que nous, on a connu à nos enfants. Donc, que ce soit toi, que ce soit moi, ou que ce soit un autre, nous n'avons pas le droit de laisser ce pays sombrer ainsi. Et pour ça, je pense qu'on doit se mettre en bloc tous pour t'aider à réussir. Et je pense que la qualité de toutes les personnalités qui se sont mises autour de M. Touadéra, s'il avait travaillé avec toutes ces personnalités-là, notre pays serait très loin aujourd'hui. Notre pays serait très loin aujourd'hui. Tout à fait. Il n'avait pas besoin de moi. Il n'avait pas besoin de moi. Si j'ai accepté l'idée de l'union sacrée, c'est parce qu'il y avait des personnalités avec moi qui m'ont rejoint pour être au pouvoir, pas pour être dans l'opposition. Donc, pour permettre à cette personnalité aussi de continuer à faire de la politique, j'ai accepté l'idée de l'union sacrée. Mais cette idée n'a duré qu'un mois. En un mois, j'ai compris qui était le personnage. Et j'ai décidé sagement de me déclarer opposant. Donc, j'ai fait un mois d'idée d'union sacrée. Parce qu'il n'y en a jamais eu d'union sacrée. Un mois d'idée d'union sacrée avec le président Touadéra. Mes collègues ont espéré, parce qu'ils l'ont soutenu, ils l'ont porté, ils ont espéré. Des mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, ils ont vu le pays sombrer, ils ont dit, ah, nous n'allons pas nous associer à ça. Et 1 à 1, ils sont sortis. Tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que le dernier message de Karl nous parle. Parce que son dernier message, c'est un message d'unité. Oui. Son dernier message, c'est un message d'unité. Oui. Unité pour sauver notre pays. Parce que vous l'avez remarqué, tout à l'heure quand on venait, quelqu'un me demandait, mais bon, je crois que c'est M. Joël, le dernier décret qui vient d'être pris pour convoquer l'Assemblée nationale, figurez-vous qu'ils vont encore changer 16 articles du Code électoral. 16, je ne dis pas 1, 2, 3, 16 articles.
du code électoral, en plus de celui qu'ils avaient déjà suspendu la dernière fois. Purée. Heureusement que ce n'est pas G16. C'est pour vous dire qu'il n'y a plus de limite. Je crois que le mot dictature est très peu. Oui. Il n'y a plus de limite. Oui. On s'amuse avec les textes de la République comme on veut. Vraiment. Et nous sommes spectateurs. Hey, Guigui. Donc, ce message d'unité, c'est un message de combativité, c'est un message de détermination que mon jeune frère nous a laissé. Nous saluons sa mémoire et il nous a parlé. Et chacun de tous ceux qui ont pris la parole ici ont martelé cette logique d'unité. Je pense que c'est sur ça que nous devons travailler. Nous devons sauver notre pays. Parce que il y a des gens qui disent oui, mais ils vont partir, oui, mais ceci, oui, mais ils vont partir comment? Tout seul. Hein? Oui. Aujourd'hui, ils sont organisés pour rester par tous les moyens. Par la force. Et nous ne sommes pas suffisamment organisés pour les faire partir. Il faut le reconnaître. Oui. Organisons-nous mieux. Merci beaucoup, cher président. Merci. Merci, président. Voilà, tout est GD, dit. merci. Chacun prendra sa part. Ça a été très bien dit. L'unicité d'action, se mettre ensemble, être unis pour renverser, pour emmener Touadéra à quitter le pouvoir, n'est pas l'une des options, mais c'est la seule et unique option. Nous devons nous unir. Et j'ai foi que la mort de Karl n'est pas vain. Nous allons nous unir parce qu'il faut sauver notre pays. Et ça se fera. Tout est bien qui finit bien. Je pense que on a pu écouter les uns et les autres. Chacun a pu... on a pu écouter les uns et les autres. Les témoignages étaient émouvants. Non, ça c'est notre TG. Que le corps de Karl qui sera enterré demain, que tout se passe bien. Et qu'il soit conduit à sa dernière demeure. Et comme on dit souvent que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, nous allons passer la parole à l'homme de Dieu, le prêtre, pour une prière de fin afin qu'il puisse nous remettre tous entre les mains du Seigneur pour notre retour. Monsieur, ouais. Job a dit, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que son nom soit sanctifié. Voilà pourquoi on va chanter ce chant d'action de grâce. Zapa zonitimo oyekwe, Zapa kokatimo oyekwe, doyetimo aketila kwe, akodena ingano kwe, momunazo chileke gigi, sigigi akpando biatimo, Zapa zonitimo ekwe, Zapa kotatimo ekwe, doyetimo aketila kwe. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bravo. C'est bien, tu finis bien.
l'initiation par l'hymne national qui est notre meilleur cri de combat. Oui. En quelle langue? Tout à fait. En français. Au Centrafrique, au berceau des vautours, reprends ton droit au respect à la vie, longtemps soumis, longtemps brimé par tous, mais de ce jour, brisons la tyrannie, dans le travail, l'ordre et la dignité, tu reconquiers ton droit dans l'unité, et pour franchir cette étape nouvelle de nos ancêtres, la voix nous appelle au travail dans l'ordre et la dignité, dans le respect du droit dans l'unité, brisons la misère et la tyrannie, brandissons l'étendard de la patrie. Soyons fidèles à la devise de la République centrafricaine, unité, dignité, travail. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir été connectés. On a fait une messe pour la mémoire de Karl Blaguet, un très 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 grand combattant, respect à son âme. Il nous a laissé un héritage, cet héritage c'est l'unité dans le combat. J'espère que nous gardons, c'est le mot de la fin, nous allons garder ce message comme mot de la fin. Merci à tous d'avoir été connectés et d'avoir partagé. Que Dieu bénisse la RCA, surtout courage à la famille de Karl qui l'inhumation se passera demain à Bangui. Nous serons encore de tout cœur avec eux. Merci à tous. Bonne soirée.